Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 novembre 2021. Le CAC est au-dessus des 7000 points sur des records historiques et il est temps de faire un point sur ces marchés. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Vous êtes donc responsable de vos trades. Vos rendez-vous toute la semaine, tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin qui est de retour de vacances en forme avec version écrite et version audio en podcast. Tous les jours également la vidéo revue de presse de Roxane Nojac. Et comme tous les mardis, on se retrouve ensemble pour 3 parties, focus marché, top flop et ensuite l'analyse graphique des indices et bien sûr de vos actions préférées. On commence avec le focus marché. Quel est le cadre actuel depuis la semaine dernière ? Eh bien, je pense que le catalyseur principal, ce sont les banques centrales. Les banques centrales ont en effet fait marche arrière et elles rassurent les marchés. La Fed se back, ça veut dire qu'elle se protège en évoquant des prix élevés flirtant avec la notion de bulle. Ça s'est sorti hier. Les marchés n'ont pas bronché. Pourquoi est-ce que je vous dis que les banques centrales ont fait marche arrière ? Je vais vous l'expliquer 4 lignes plus tard. Sentiment de marché. Qu'est-ce que le sentiment de marché actuellement ? Nous sommes dans le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire que les marchés montent petit à petit tous les jours parce que les opérateurs ont peur que les marchés montent sans eux et donc achètent sur les cassures de plus haut tous les jours pour participer à la fête. TINA, qu'est-ce que TINA ? C'est le There is no alternative, ça veut dire que les taux sont extrêmement bas et que pour avoir de la performance, il faut aller sur le marché action. Les opérateurs n'ont pas de choix, d'autre choix que de se placer sur les actions. C'est donc pour le moment Noël avant l'heure. Il est vrai qu'habituellement en fin d'année on monte, je vous ai parlé de la saisonnalité lors des dernières émissions, mais là c'est un peu comme si on était déjà à Noël. Tension sur le marché obligataire chinois, et du coup qui se propage à l'ensemble du secteur immobilier, mais le marché n'en a cure, pour le moment du moins. Voilà, pour l'instant, l'immobilier chinois, Evergrande, etc. s'est mis sous le tapis. La saison des résultats touche à sa fin et environ 81% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes selon Refinitiv. C'est donc une très bonne moisson de résultats pour les entreprises américaines qui ont publié des records historiques de résultats nets, ce qui justifie les records historiques des indices. Bien évidemment, les banques centrales aident également. Pour revenir sur ces fameuses banques centrales, pourquoi est-ce que je disais au tout début qu'elles ont fait marche arrière ? Eh bien c'est simple. La Fed, les membres de la Fed dans leurs derniers discours, dans leurs dernières interviews parlent tous de tapering le plus rapide possible, puis de hausse de taux. Jérôme Powell s'est voulu beaucoup plus soft, il a effectivement parlé d'un tapering progressif qui serait augmenté si nécessaire. Quant au taux, on verra plus tard, ce que le marché a apprécié. Du côté de la BCE, c'est encore mieux. Alors que le marché anticipait déjà une hausse de taux fin 2022, Lagarde a mis un seau d'eau sur les anticipations et elle nous a expliqué qu'après le programme spécial pandémie, il y aurait un programme spécial post-pandémie. Il y aura donc encore du quantitative easing de la BCE pendant toute l'année 2022. Quant à la Banque d'Angleterre, elle a surpris le marché parce que c'est elle qui était en avant, elle avait envie de donner le tempo, de monter ses taux avant les autres, et au final, la Banque d'Angleterre a fait un pas en arrière. Donc, nous restons dans un environnement où toutes les banques centrales injectent de l'argent dans le système et où elles maintiennent, en tous les cas à très court terme, les taux complètement au ras des pâquerettes. Résultat, l'argent coule à flot et les indices continuent de monter.
Concernant cette semaine, c'est une semaine plus calme a priori. On sort de 2 semaines de publications intensives. Ce matin, on a eu le ZOO, l'indice de confiance des investisseurs en Allemagne, qui est au rebond, enfin. On a des chiffres d'inflation qui sont toujours élevés aux États-Unis. C'est la fin de la période des publications et on est un petit peu déjà dans l'approche des fêtes et de la fin d'année. En effet, il reste à peine 30 séances avant le 17 décembre, quelque chose comme ça. Donc le vendredi à partir duquel les traders et gérants vont fermer les PC. Donc, semaine calme, c'est un marché avec une très faible volatilité qui monte petit à petit. On est à très court terme dans des records de records, hein. On a 17 séances consécutives de hausse, enfin 17 séances de hausse sur 19 aux États-Unis. On est dans des phénomènes extrêmement rares en termes de probabilité. Bon, ça veut dire qu'on peut avoir des pauses ou des petites consolidations. Mais sinon, en tous les cas, pour le moment, avec tous les facteurs dont je viens de vous parler, c'est un marché piloté, haussier et soutenu. Concernant le WTI, on avait vu qu'il faisait du ping-pong entre 85 et 80. Il y a 2 semaines, je vous avais expliqué qu'on était en double échec sous 85, qu'on pouvait revenir sur 80. On l'avait fait, mais on était reparti à 85 entre-temps. Du coup, la semaine dernière, je vous ai dit sous 85 qu'on pouvait revenir à 80 de nouveau. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, je suis plutôt neutre. Concernant les métaux, par contre, eux dorment depuis plusieurs semaines et il va falloir les surveiller. L'or semble dans les starting blocks sous résistance. Il est sur un niveau à 1835 de mémoire. On a une hypothétique épaule-tête-épaule inversée sur les cours de l'argent. On verra ça tout à l'heure. Si les résistances cèdent, peut-être assisterons-nous à un retour des métaux précieux qui, cette année, tirent la langue par rapport aux métaux industriels. Enfin, nouveau record en chaîne, Bitcoin à 67 000 $, Ethereum à 4 800 $, nouveau record de la capitalisation boursière des cryptos à plus de 3 000 milliards de dollars. C'est magnifique, c'est très beau. C'est l'année des cryptos 2021, c'est un carton sur les indices, mais c'est un gros carton sur les cryptos. Pour ceux qui ont fait du DCA, c'est-à-dire du dollar cost average, et qui ont acheté gentiment plutôt que d'essayer de le trader, plutôt que de se faire des frayeurs cet été avec le moins 50 puis le redémarrage, celui qui a acheté tous les mois des cryptos cette année fait une très belle année. Quant à ceux qui pensent que 3 000 milliards de cryptos, c'est 3 000 milliards de vent, je vous pose la question. Le marché action dans sa globalité vient de passer en un an, en 18 mois, de 60 000 milliards à 120 000 milliards, boosté par 15 000 milliards injectés par les États et les banques centrales. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit à un boost de 3 000 milliards sur les cryptos quand on en a eu 60 000 sur les actions. Au final, au cours actuel, la capitalisation boursière des cryptos représente à peu près 2%, on va dire, grosso modo, du PIB mondial et ou de la capitalisation boursière mondiale. 2% pour l'économie du métaverse qui va être monté par Facebook, qui sera un nouveau monde virtuel dans lequel un bon morceau de la planète vivra puisque les conditions au quotidien se détérioreront. C'est pas grand-chose au final. Voilà, donc parfois il faut essayer de voir les choses d'une façon un peu différente. 3 000 milliards, c'est énorme quand on part de 500 milliards, mais 3 000 milliards comparé à 120 000 milliards sur les actions, voilà, c'est pas si énorme. On passe au top flop. Alors, pour caractériser, pour vous montrer, pour vous expliquer ce qui se passe sur les marchés, je prends toujours des graphiques qui sont publiés par des analystes américains, indiens, asiatiques, haussiers ou baissiers, et puis j'essaye de vous dépeindre ces graphiques, parfois de les expliquer, parfois de montrer aussi qu'ils ont des vues un peu biaisées. On commence avec le seasonal pattern du S&P 500. Vous avez en fait ici en rouge la moyenne des cours du S&P 500 sur la période mai à décembre. Et vous avez la période actuelle en bleu. Et en fait, vous voyez qu'on suit exactement la même chose que les moyennes historiques, c'est-à-dire une pause cet été, un trou d'air en septembre, un redémarrage en octobre, et puis en théorie, suivant la saisonnalité, on a une fin d'année plutôt
positive, en tous les cas, généralement, quand l'année est en hausse, quand les cours sont en hausse, quand on suit les patterns, voilà. C'est qu'en tous les cas, sauf éléments exogènes, les opérateurs feront tout, espèrent bien évidemment finir l'année sur les plus hauts. Ça, c'est un graphique des marchés américains comparés aux autres, pour montrer que leur poids est devenu absolument énorme. Comparé aux 70 dernières années, le marché action pèse un poids énorme sur le marché total. Après, n'est-ce pas légitime quand l'ensemble des GAFA sont américaines? Donc voilà, ici vous voyez typiquement l'analyste met une petite flèche vers le bas. Moi j'ai au contraire marqué performant donc cher. En fait cette hausse me fait penser à Esker, le titre Esker. Ce qui est rare est cher et parfois ce qui est cher continue de monter. Donc c'est ce qui se passe aux États-Unis et je me garderai bien d'anticiper un retournement de cette situation avec une sous-performance des indices américains par rapport au reste du monde. Quelle crise? Ici, regardez sur 40 ans les résultats des entreprises, les bénéfices des entreprises aux États-Unis. On ne fait que suivre le rythme. Et 2000 a été vite effacé. Voilà, c'est ça la fameuse reprise en V, le trou d'air dû au Covid, la reprise, et on est revenu sur le rythme de progression des bénéfices des entreprises depuis près de 40 ans aux États-Unis. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, le Covid est derrière nous, on est en train de vacciner tout le monde. Et c'est ce qui explique que les marchés soient revenus aussi haut. Ce qui explique aussi que les marchés aient explosé depuis 3 semaines, c'est ça. C'est les surprises positives sur les résultats. C'est que les résultats continuent d'être bons, comme vous pouvez le voir ici, on est revenu sur le rythme de progression historique, mais en plus ils sont meilleurs que bons, voire meilleurs que très bons. Ils sont excellents. Du coup, le consensus s'ajuste et le consensus s'ajustant, les cours continuent de monter petit à petit ces dernières semaines. Le consensus en fait des analystes sur les résultats des entreprises en 2021 n'a fait que s'ajuster de janvier à décembre. Je crois que j'avais jamais vu ça de ma carrière. Les flux des particuliers sont absolument énormes, mais vraiment énormes, hein. Vous voyez ici le Covid, les gens se mettent au trading, c'est les volumes sur les options, les calls, les puts sur le marché américain. Et vous voyez que première vague de Covid, deuxième vague, tout le monde est chez soi, tout le monde se met au trading. Ça s'était quand même sacrément calmé depuis le mois de mars 2021. Et là, vous voyez que ça repart pleine balle. Voilà. Donc là, tous les Américains sont en bourse. Certains retrouvent du boulot, certains ont touché des chèques, ne les ont peut-être pas encore investis. Tout le monde, ça donne envie à tout le monde d'en être. La périodicité est bonne. On est en train de redémarrer depuis 15 jours, 3 semaines là, sur les chapeaux de roue. Du coup, voilà, tout le monde fonce à l'achat. Ici à droite, même chose. Les volumes sur les calls. Donc pour jouer la hausse sur notamment le Nasdaq qui explose littéralement. Donc c'est un flux énorme qui justifie la hausse en cours, qui l'explique du moins. Par contre, ce flux est limite euphorique. On est vraiment dans des records de records. On est dans du FOMO, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est les boules, ce sont les taureaux, ce sont les acheteurs. Ils courent tout droit comme les indices. Et donc les investisseurs, dessinés ici à gauche, courent après le papier. C'est le fameux FOMO, on court à l'achat pour se placer, voyant que la hausse continue et accélère. Du coup, on parlait euphorie ou légère euphorie il y a 2 secondes. Est-on en euphorie? Alors, quand on regarde l'indice Fear and Greed Index de CNN Money, il considère qu'au-dessus de 80, on est en euphorie. Actuellement, on est à 86. Donc, cet indicateur considère que nous sommes en euphorie. Après, il faut savoir qu'il y a euphorie tout court et euphorie extrême. Euphorie tout court, je dirais que c'est entre 80 et 90. Euphorie extrême au-dessus de 90. On se souviendra même post-Covid, me semble-t-il, que cet indicateur est monté à 98 ou 99. Je ne sais plus, j'hésite à chaque fois. Tout ça pour dire voilà, qu'on est dans un marché haussier, qu'on a des indicateurs qui nous montrent qu'on est en surachat et que c'est un peu euphorique. Mais c'est pas pour ça qu'il faut sortir complètement du marché ou le shorter à tout va. Il y a encore un petit peu de marge. Et il y a pour le moment, en tous les cas, pas de news baissière et pas de signaux baissiers. Donc on les attendra. Bien évidemment, certains ressortent d'autres graphiques comme le PE Schiller qui montre
un système comment dire, de valorisation pour voir si le marché est cher ou pas cher. Au regard de ce ratio, on est dans de l'historique d'historique. Ça n'a jamais été aussi cher. La dernière fois, c'était en l'an 2000, en pleine bulle des technos. Ça, c'est un graphique que je vous avais déjà montré, mais il y a quelques semaines, mais qui ressort actuellement sur Twitter. C'est la capitalisation des actions dont le price-to-sell ratio est au-dessus de 20. Et voilà, ça montre que la valorisation des actions qui sont quand même sacrément évaluées ou surévaluées n'a jamais été aussi énorme. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de comparer la période actuelle avec 2000, étant donné les milliers de millions de milliards avec lesquels on fait joujou depuis un an. Ce qui viennent complètement changer les courbes, qui viennent un peu tout bousculer. Autre sujet, l'inflation. On entend beaucoup parler d'inflation. Est-ce que l'inflation est transitoire ou pas? Je pense qu'il y a des secteurs où elle l'est, il y en a d'autres où ça va rester un certain temps. Il y a de l'inflation qui est dangereuse pour, non pas les marchés cette fois, mais pour les populations. Ici à gauche, vous avez un graphique du prix des fertilisants en vert. Et le prix des fertilisants, comme en 2007-2008, est en train d'exploser à la hausse. Du coup, les prix de la nourriture suivent les prix des fertilisants et sont en train de monter et devraient encore monter fortement dans les semaines qui viennent pour suivre cette hausse des fertilisants. On espère bien évidemment que ça va s'arrêter parce que sinon ça veut dire que le prix de la nourriture, donc tout ce qui est famine ou zone où il n'y a pas beaucoup à manger, ça va être très compliqué. L'espoir qu'on peut avoir, que ce soit pour les banques centrales dans la réalisation de leur politique monétaire ou que ce soit pour les entreprises et les particuliers et les populations pauvres, c'est que l'inflation se calme. Et on peut voir que sur les prix du magnésium, les prix de l'électricité en Angleterre, les prix du bois de construction, les prix du fret ou encore les prix du charbon, tous ces prix-là ont fait des tops ces derniers mois et ont perdu 50% depuis. Souvenez-vous, le bois de construction en mai-juin, quand je vous disais ça va chauffer, on va se prendre un retour de bâton, avec un magnifique jeu de mots. On avait perdu 50% par la suite. Et bien sûr, les autres actifs qui se sont envolés ces dernières semaines, comme le fret, comme le magnésium, comme le prix de l'électricité, ça s'est recalmé quand même derrière. C'est toujours haussier, c'est toujours des prix de l'inflation progressive, mais c'est pas l'inflation ultra violente qu'on a vue ces dernières semaines qui continue. Ce sont des corrections quand même de 50% sur des choses, vous voyez, qui ont été sélectionnés, que ce soit en Chine, en Angleterre, du bois, de l'électricité, donc il y a un peu de tout quand même là-dedans. Espérons donc que l'inflation se calme. Et on finit avec les cryptos. Les cryptos sont back to the moon, de retour en direction de la Lune. On a effacé toute la baisse de cet été pour retrouver les plus hauts. Je rappelle qu'en l'espace de 10 ans, il y a dû y avoir de mémoire, 12 corrections sur le Bitcoin qui ont fait entre moins 30 et moins 86,6%. Du coup, c'est un actif qui a l'habitude, tout en restant haussier à très long terme, de se prendre des gadins de 30, 50, 60% dans la tronche. Donc quand cet été, le Bitcoin est passé de 65 000 $ à 30 000 $, c'était pas la fin du monde, c'était une correction habituelle et donc une opportunité pour Jean-Michel DCA de continuer d'acheter. Jean-Michel DCA, c'est l'investisseur type qui ne se prend pas la tête, qui a mis des cryptos dans son portefeuille, qui a principalement mis du Bitcoin et de l'Ethereum et qui fait du DCA, c'est-à-dire qu'il en achète un petit peu tous les mois. Il ne fait pas du trading, il ne sait pas si en mai on allait baisser ou monter, il ne sait pas si actuellement on va continuer d'accélérer à la hausse ou rebaisser. Jean-Michel DCA s'en fiche, ce qu'il veut c'est profiter de la hausse cette année qui est magnifique, voire de celle des années suivantes. Enfin à droite qui montre encore qu'il y a une adoption massive du Bitcoin, c'est la valeur monétaire en circulation. Certains nous diront que le Bitcoin n'est pas une monnaie.
Certes, en attendant, énormément de capitaux échangés sur ce dernier qui est en train de quand même montrer qu'il est référence, qu'il est échangé énormément, qu'il est quand même un petit peu monnaie d'échange sur certains points, quoi qu'on en dise. Voilà, 19 minutes 54, c'est le timing habituel de cette première partie d'émission. C'est l'heure de la pause café, petite musique, petit café. Je vous montre la liste des actions qu'on va regarder par la suite. À tout de suite. Et c'est reparti avec le 440 pour commencer. Comme d'habitude, le 440 est haussier à long terme. Il est sur des records historiques, que ce soit sur le 440 normal ou le 440 GR, donc gross return avec les dividendes réinvestis. Le 440 donc haussier long terme, haussier moyen terme dans son canal, haussier court terme comme vous pouvez le voir en journalier suite à cette belle sortie de triangle. Ça fait 3 semaines que on ne parle que de hausse, que d'opportunités d'achat. Donc ce que je voulais vous montrer sur ce canal de moyen long terme, c'est qu'il est ascendant, hein, donc autant je donnais des alertes à 6900 points au mois d'août, autant je n'étais plus vendeur à 6900 points début novembre. Le cadre avait changé, de la place avait été créée, les banques centrales sont en soutien, la périodicité également. C'est pas comme quand on est au mois d'août, en plein milieu de l'été, avant une des pires périodicités de l'année. Donc il y a des moments où il faut savoir, quand on arrive sur des hauts de canaux comme ça, alléger, être plus soft, profiter des vacances et de la périodicité négative pour acheter sur repli, puis ensuite il y a celle pour être à l'achat et se laisser porter. Nous sommes, comme vous pouvez le voir ici, marqués tendance en ligne en cours comme au mois d'août, dans une tendance en ligne. Qu'est-ce qu'une tendance en ligne? C'est des cours qui montent petit à petit tout droit, avec de très faibles replis, de très faibles trous d'air. On en a par exemple eu un ce matin. Ce matin, on ouvre en baisse de 0,40, 0,50 et les acheteurs payent directement. Et ça monte petit à petit, petit à petit. Parfois, on y laisse des gaps dans la hausse, mais je pense que ce gap ici, c'était un gap d'accélération en vue de casser les plus hauts historiques, enfin les plus hauts annuels d'une part et les plus hauts historiques dans la foulée, à 6920 points. Donc, tant qu'on est au-dessus de 6900 points, c'est super aussi à moyen terme et le marché est source d'opportunités, que ce soit sur les grosses capitalisations qui sont les plus belles, les rouleaux compresseurs, le luxe, les Schneider, les Alten, etc., qui continuent leur course haussière, mais également sur les mid-caps qui sont intéressants. Et avec la fin d'année qui arrive, j'ai bon espoir aussi que les small caps frétillent de nouveau. Faites attention, choisissez-les bien, attention aux biotech comme d'habitude, mais je pense que sur pas mal de petites valeurs, ça commence à frétiller. Et notez, sachez que
Il ne faut pas forcément un 440 qui monte tout droit vers 7200 points pour la fin de l'année pour que les small caps se montent. Il suffirait d'un marché neutre, on pourrait même baisser d'1 ou 2% et stabiliser autour des 7000 points. Un marché neutre et la périodicité, on va dire fin novembre, début décembre, qui est très positive aux small caps avec le window dressing, l'habillage des bilans des gérants, ça peut devenir intéressant. Donc c'est super haussier, à tout moment bien évidemment, vu qu'on est suracheté un peu euphorique, comme je vous l'ai montré dans les graphiques précédents, on peut consolider à plat, voire même faire des pullbacks, mais en gros, seule une cassure des 6900 points à la baisse remettrait en question l'environnement de marché plutôt porteur dans lequel nous sommes actuellement. Voilà, j'espère que c'est clair avec cette phrase-là. Concernant le pétrole, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc conso sur 80, deuxième conso sur 80, on a même fait 78. Et là on stabilise, je vois plus grand chose à court terme. Le pétrole a quand même fait une superbe course haussière cette année, depuis son trou de l'année dernière à zéro. Que d'appréciation. L'année dernière on était encore à 40$, on a doublé en l'espace d'un an, donc beau parcours. Là où ça pourrait bouger, c'est sur les métaux, peut-être. L'argent a très bien tenu le bas de son range de moyen terme, peut-être qu'il va essayer de remonter vers la partie haute de son range de moyen terme. Pour pouvoir se faire, il doit absolument casser cette zone des 24,70 $. Et ce qui est intéressant ici, c'est la formation d'une épaule, tête, épaule inversée. Voilà. Épaule, tête, épaule inversée, c'est une figure de retournement. Si on casse la ligne de cou à 24,70, 24,80, ça laisse entendre qu'un mouvement haussier plus grand va se tenter au-dessus de ce niveau-là. Et c'est corroboré par l'or, qui est également à la croisée des chemins. L'or qui, depuis un an, mange son pain dur progressivement, consolide. Vous voyez, c'est une sorte de... On n'est pas dans du phénix, puisqu'on est sur l'or, mais vous voyez ce que je vois. On baissait, puis on stabilise, puis on devient plat. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que ça commence à ressembler à ça. Vous voyez, touc, 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 touc. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne, on est pile poil sous résistance. Simplement, voilà, c'est intéressant de voir que les métaux tiennent bien. Est-ce que les métaux vont, en plus de bien tenir, en mettre une belle à la hausse? Eh bien, les séances à venir seront décisives. Sur l'or, le niveau est très très propre, c'est 1835$. C'est un niveau horizontal testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ces 3 derniers mois. Et en plus, ça se conjugue avec une oblique baissière. Donc 1830, 1840 pour faire large. Si on arrive à effacer ça, c'est la route ouverte vers les 1900, 1910, qui sont ici, le dernier point haut. On peut regarder les cryptos. Je vais commencer par l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est bien bullish. Vous voyez la consolidation de ce début de l'année. Bon, c'est explosion haussière et derrière moins 50. C'est même plus que moins 50. Moins 60. Mais en fait, cette baisse n'est progressive qu'à la hausse précédente. Ce moins 60 n'était qu'un retour sur les cours de 3 mois auparavant. Donc en fait, quand on lisse les cours, si on oublie cette partie ici, si vous lissez les cours en clôture trimestrielle, par exemple, vous allez avoir une courbe qui est droite, qui suit cette flèche-là, grosso modo. Quand on est en dessous, ça paye. Quand on est au-dessus, ça va trop, ça retombe. En dessous, ça paye, et ainsi de suite. Alors là, on est plus dans la partie haute que la partie basse, mais tout ça pour dire qu'on suit, pour le moment, et ce jusqu'à nouvel ordre, une tendance haussière absolument démoniaque sur l'Ethereum. Et le Bitcoin, c'est à peu près la même chose. Comme je l'écris ici, nous sommes en price discovery. Price discovery, ça veut dire qu'on découvre des prix. On ne sait pas comment, quand ça peut se passer, jusqu'à où ça peut aller. C'est de l'hypothétique. C'est super aussi à long terme, c'est super aussi à moyen terme. On s'est installé au-dessus des 58-60 000 $, donc on a créé un support, c'est une bonne chose. Le seul bémol, petit bémol, c'est, vous voyez ici, là, les tops. On a fait des tops de plus en plus haut jusqu'à diverger puis retomber. Bon, je dis pas qu'on va faire la même chose. Je surveille ça. Voilà, j'ai mis un petit trait ici parce que j'avais vu que ça s'était fait comme ça. J'attends de voir ce qui se passe là pour voir si ça y ressemble. Encore une fois, de toute façon,
Jean-Michel DCA ne fait pas du trading, ne va pas couper maintenant alors qu'on est en pleine price discovery. Si les cours retombent, peu importe puisqu'il fait du très long terme. Donc voilà, pour l'instant, pour ceux qui font de la crypto, même s'il y a des corrections fortes, ça reste une belle tendance haussière à moyen long terme. On va passer aux actions. Toc, toc, toc. Hop. Et donc, on commence avec la rubrique Trend Following. Et hop, ça c'est pas très Trend Following ça. Edifica à Bruxelles, Trend Following puisque des cours au-dessus de MM200. J'avais dit à un lecteur que je la ferais. Après, vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'on voit que, un peu comme sur le Bitcoin et l'Ethereum où j'ai tiré des traits tout à l'heure, il y a une hausse moyenne comme ça. On a été très haut, très vite, très bas, très vite. Et on est toujours actuellement dans la hausse moyenne de ce titre. Donc je dirais que son seul défaut, c'est sa vitesse de progression. Voilà. Ici, il était peut-être allé un peu trop vite, du coup ça redescend. Peut-être qu'on est dans un canal haussier à faible pente. Voilà. On a une MM200 qui tient bien, on a un bas de canal en rappel ici. La grosse zone travaillée ici, c'est vraiment l'important. Si vous êtes dessus à moyen long terme, en gros, tant qu'on est au-dessus des 103, de cette zone de soutien-là, c'est pour l'instant haussier. Voilà, il faut juste savoir que c'est une courbe, une pentification lente, donc ça prendra peut-être plus son temps que d'autres dossiers. Bolloré, un coup on parle de financier Rodet, un coup on parle de Bolloré. C'est la galaxie qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que les cours des deux actions sont entourés ces derniers mois et encore en ce moment. On est dans du trend following, donc on est dans de la hausse progressive. On a été un peu haut, un peu vite. Où est-ce qu'on s'est cogné la tête? Pile poil sur les plus hauts historiques, donc pas étonnant qu'on fasse une pause. Et un peu comme un travail de GLB, nous sommes dans un travail de plus haut historique. Voilà. Donc c'est une période d'indécision sous un record où certains sortent pensant qu'on est sur un objectif majeur, ou d'autres tiennent. Et où si effectivement, changement d'état d'esprit de très long terme, très positif, on cassera les plus hauts. Mais si au contraire, il y a un trop grand nombre d'acteurs qui sortent après pratiquement un triplement des prix depuis un an, ça restera totalement neutre. Donc on est sur un gros morceau à long terme, mais sinon à moyen terme c'est haussier. On est en train de se placer dans un range. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de la mèche basse du mois dernier, du mois d'octobre à 4,80, ça reste haussier. Donc voilà, pour ceux que la galaxie Bolloré intéresse. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que Bolloré avait dit qu'il prendrait sa retraite en 2022, qu'il pourrait y avoir des opérations sur ces différentes sociétés, et c'est ça qui intéresse certains gérants et analystes que je connais personnellement. Ferrari, Race en Italie, c'est super haussier. En fait, j'ai regardé BMW, Volkswagen, Peugeot, Renault, etc. C'est la plus haussière de toutes et en fait, elle ressemble à ce qui se passe sur Ford aux États-Unis. C'est pratiquement la même chose. Donc on voit bien la différence entre Ford qui a cartonné, Ferrari qui est une marque limite de luxe, et puis l'automobile européen chez qui ça patine un petit peu plus. C'est très beau, on est en train de sortir d'un canal par le haut, c'est dire la puissance du mouvement. Pour ce qui serait de rentrer sur repli ou bien d'avoir une zone à surveiller pour placer les stops dessous, il faut noter qu'on a eu un gap d'accélération aussi, qui correspond en plus à la borne haute d'un canal de très long terme, donc c'est pas étonnant qu'en fait ce gap se soit fait là, et c'est là que ça se passe en fait. Je dirais que les acheteurs qui sont dessus à moyen terme et qui veulent tenir à moyen terme doivent placer au moins leur stop sous les 210, sous cette zone de gap. Quant à ceux qui voudraient rentrer, ils peuvent espérer un retour sur cette zone de gap et cette borne haute de canal pour peut-être prendre position sur repli si c'est le genre d'action qui les botte, bien évidemment. Alors moi j'aime pas l'automobile et je déteste Renault, mais quand je vois Ford ou Ferrari, oui là je veux bien, c'est différent.
Freelance, on est toujours dans le trend following. Là, c'est juste pour vous montrer comment cadrer une action. On peut voir que Freelance a l'habitude de faire des mèches basses sous MM50. Donc il faut toujours attendre qu'elle fasse sa mèche basse sous MM50 et qu'elle clôture, parce que souvent c'est une grosse mèche basse. On peut aussi ajouter une autre moyenne mobile. C'est-à-dire que voyant que la 50 ne fonctionne pas, vous pouvez tenter une 70. La 70 ne fonctionne pas, on va mettre 85. Et là, comme par magie, la magie s'opère, on fait de l'optimisation de moyenne mobile. Souvenez-vous, dans les émissions précédentes, on parle du rythme de certaines actions. Certaines sont très bullish, tiennent au-dessus des mêmes 50. Certaines un peu moins bullish trend au-dessus des mêmes 70. Là où d'autres, plus lentes, comme à Edifica qu'on a regardé tout à l'heure, vont évoluer au-dessus des mêmes 200. Elles sont toutes haussières, mais il y en a qui sont plus rapides que d'autres. En regardant MM50 sur Freelance, vous vous dites, est-ce que c'est un piège, pas un piège, c'est pas très propre. En virant MM50 et en mettant une moyenne mobile ajustée au prix et qui colle aux dernières 3 mèches basses, là vous avez quelque chose de tangible. Cette zone de proximité de la moyenne mobile vous sert à 2 choses. La première, pour ceux qui veulent acheter, c'est d'acheter à bon prix à proximité de la moyenne mobile à chaque fois qu'il y a un repli sur cette dernière. Le deuxième point positif de cette moyenne mobile, qui est donc un support dynamique, c'est que tant qu'on est au-dessus, vous êtes censé être à l'achat, mais si on la casse, vous êtes censé sortir. Donc elle vous permet de savoir où placer le stop. Donc l'investisseur de moyen terme qui est sur Freelance aura tendance, nécessité, à mettre son stop sous la MM50. 70. Non, 85. Là, j'ai testé 70, ça marchait pas, c'est 85. Donc voilà, bon, j'espère qu'on s'est compris sur le concept. Ensuite, Sartorius. Alors Sartorius, elle a connu à peu près le même épisode que lors de la news du vaccin de Pfizer le 9 novembre dernier. Lorsque Pfizer sort son vaccin le 9 novembre 2020, toutes les boîtes pharma de proche ou de loin, de près ou de loin avec le Covid, et toutes les boîtes Covid se prennent une grosse baigne. Et bien évidemment, les boîtes Covid derrière, certaines se sont reprises, d'autres non. Pour ce qui est de Sartorius, qui ne fait pas que ça, qui est un très beau dossier, on est reparti à moyen terme. Mais voilà, ce qui s'est passé vendredi, c'est Pfizer qui annonce avoir une pilule pour compléter le vaccin du Covid, et ça a fait le même effet sur le marché, baisse des valeurs pharma, des valeurs Covid. Et sur les meilleurs dossiers comme Sartorius, pour l'instant en tous les cas, on tient les supports, on a tenu les plus bas d'il y a 10 jours, on est toujours dans une pente ascendante, au-dessus d'obliques haussières ou autres. Et donc on espère que c'était une frayeur, que les cours vont stabiliser, latéraliser, avant éventuellement de repartir dans le sens de la tendance. Ensuite, CLTD, ça c'est un monstre américain. Cette fois, j'ai mélangé États-Unis et Europe puisque j'avais que quelques actions américaines. Alors là, ce qui me plaît bien, donc, c'est la puissance du titre qui, globalement, la plupart du temps, évolue au-dessus des mêmes 50. Ce que j'aime bien, c'est quand il y a un double fonctionnement. C'est-à-dire qu'ici, on a un fonctionnement possible pour les court-termistes d'être à l'achat sur CLTD tant qu'on est au-dessus des mêmes 50 et de sortir quand on passe dessous, quitte à parfois se faire un peu balader en entrée et sortie pour ensuite reprendre le train. Soit on ne fait que du moyen long terme et on se sert des mêmes 200, qui a été approché à 2 reprises au printemps, à l'été, et qui, si MM50 cassait de nouveau, pourrait être de nouveau approché. Donc en gros, si vous êtes déjà dedans, que vous en avez, que vous êtes court-termiste et que vous avez l'habitude de couper quand on accélère sous MM50, alors là c'est pareil, même constat. Il faudrait tester avec une MM60 peut-être. Ce serait un peu plus propre, c'est le cas effectivement. De sortir, si ça casse vraiment les plus bas des dernières séances et si on casse cette moyenne mobile dynamique, si on passe sous 333 $, 335, on pourrait revenir vers MM200. Et donc là, pour celui qui veut faire du moyen long terme et profiter de ça, du rouleau compresseur, la cassure des mêmes 50 et une accélération baissière vers les 300 serait une opportunité de rentrer à bon prix à proximité des mêmes 200.
Si ça casse pas, par contre, et que ça repart dans l'autre sens, bah, là, il faut se poser la question de savoir si on se force à acheter dans la hausse sur pas mal d'actions. En tous les cas, sur ce type d'action-là super haussière, ça fonctionne habituellement plutôt bien. Pas tout le temps, mais plutôt bien. Ensuite, pour changer, on regarde un ETF. Un ETF des semi-conducteurs. En fait, c'est une fenêtre pour nous montrer qu'est-ce qui se passe sur ASM, ASML, STM et les boîtes de semi-conducteurs aux États-Unis. On est dans une véritable explosion des cours. C'était en fait en 2020 parmi un des secteurs les plus recherchés pour des raisons fondamentales. Et ces raisons fondamentales sont toujours bonnes. On est toujours dans de la pénurie. On a toujours des tensions sur les prix. On a toujours des matières premières, des métaux industriels qui augmentent. Et des boîtes des semi-conducteurs qui cartonnent, d'autant plus qu'on est dans un monde qui se numérise, digitalisation, et que ça va continuer de cartonner encore pour des années. Du coup, les opérateurs, en fin d'année, parfois, ils achètent ce qui a le moins bien fonctionné pour jouer des rattrapages, mais ils achètent aussi parfois ce qui a très bien fonctionné parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça qu'on a vu notamment les semis exploser leur plus haut et qu'on a vu les valeurs du luxe aussi exploser leur plus haut. Là-dessus, si vous en avez, bravo. Si vous n'en avez pas, bonne chance pour rentrer sur les cours actuels. On vient de prendre 20% sur cet ETF en l'espace de 3 semaines, donc le timing d'achat ne se prête pas particulièrement, mais à très long terme, c'est magnifique. Sony, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On avait vu cette oblique baissière ici qui faisait résistance. On avait vu que Sony s'accrochait à MM200. Elle l'a travaillé pendant des mois et des mois. C'est fait une petite frayeur dessus même. Mais on voit qu'au final, on a la cassure de ce triangle sur Sony, l'accélération, l'échec sous les plus hauts qui a mené à un pullback rapide vers MM200, et hop, ça repart et on casse les plus hauts annuels. Et on s'approche, on est encore loin, hein, mais on se dirige vers les plus hauts de l'an 2000 et les plus hauts historiques. Pour l'instant, c'est un long fleuve tranquille. Ensuite, on parle de The Ain Celestial Group qui a publié et qui donc est en train de casser une résistance, et une grosse résistance horizontale. C'est ça que je trouvais intéressant. Une grosse résistance horizontale qui date de 2017, qu'on a touché en 2021 et qu'on est en train d'effacer en ce moment même. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas mal du tout. Et c'est quoi déjà ? Un instant, je vérifie ce que c'est comme action sur Zone Bourse parce qu'elle m'intéressait. Hop. On va sur Zone Bourse, entreprise de produits biologiques et naturels, tac tac tac. Ouais. Des grains, de l'organique, produits naturels. En fait, tout ce qui touche de près ou de loin à tout ce qui est nourriture, agriculture, etc., avec cette explosion de la demande, avec la reprise en 2021, plus là les problèmes de fertilisants et autres, c'est très entouré comme secteur actuellement. Très, très, très entouré. On continue avec Humanis. Donc là, on retourne en France, on retourne dans du trend following à la française. Et là, j'aurais pu le mettre limite dans les breakouts. Je ne savais pas si j'allais le mettre dans les breakouts ou dans le trend following. C'est une valeur qui est sur ses plus hauts historiques de mémoire. Je vérifie. Non, pas les plus hauts historiques. Il faut toujours vérifier. En mars 2000, elle était beaucoup plus haut. Non, c'est une valeur qui est en train d'essayer d'effacer ses plus hauts de 2018. Voilà. Qui est en train d'essayer de s'installer au-dessus de ça. Un peu comme DBG. Vous voyez ? Exactement la même tête. Hop. Et donc là, on est en train de following, on est haussier, mais il faut effacer les 16,80. Enfin, il y a une résistance à 16,60 avec un vendeur incarné en iceberg, me semble-t-il. Donc 16,60 et 16,85. Au-dessus de ces seuils-là, il pourrait y avoir une nouvelle accélération avec report possible du range. Donc peut-être intervenir sur cassure. Ensuite, on regarde URA, l'ETF sur l'uranium, qui a tout cassé ces derniers temps. Les résistances cassées, faut les mettre en vert.
Et vous voyez, en fait, c'est une soucoupe géante, hein, l'uranium. En fait, tout le monde a parlé du pétrole. Ensuite, tout le monde s'est mis à payer, notamment en 2020, l'énergie renouvelable. Et maintenant que tout le monde se rend compte que pour faire de l'énergie sur l'ensemble de la planète pas trop crade, il va falloir faire un max de nucléaire, de toute façon, les prix de l'uranium s'envolent. Et c'est ça qui fait que depuis un an, l'uranium est aussi soutenu. Et bravo à ceux qui sont dedans, c'est vraiment, vraiment magnifique. On peut avoir des trous d'air, hein, des corrections qui parfois sont brutales. Donc ne pas désespérer pour ceux qui n'en ont pas. On peut très bien avoir, vous voyez ici, tac, tac, tac. On a une sorte de vitesse à laquelle on va. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on va pas se refaire un énième repli qui permettra à ceux qui voudraient rentrer à long terme? Il faut toujours espérer un repli. Il y a très souvent un repli. Sauf sur les valeurs les plus haussières des plus haussières. Je pense par exemple à VGP ce matin que je comparais sur Twitter. Ce genre de valeur est tellement rapide haussière et elle en revient jamais tellement sur ses moyennes mobiles que chaque cassure de plus haut historique est un signal en fait. Et qu'il faut à un moment donné passer le pas. On a fait cette première partie donc de valeur en trend following. Je rappelle à ceux qui prendraient l'émission en cours de route que concernant le CAC 40, tant qu'on est au-dessus de 6900 points, on est dans un cadre plutôt positif. Que je n'ai aucune idée de savoir si on va continuer en ligne droite ou si on va consolider à plat. Parfois on monte tout droit puis on baisse après le Black Friday, parfois on consolide avant le Black Friday puis on monte ensuite, parfois on est monté trop haut trop vite donc on consolide début décembre. Je suis pas à 2 semaines près. Tout ce que je vois c'est que c'est aussi moyen long terme et que même si comme nombreux je pense qu'on peut consolider d'1 ou 2%, c'est le cas, je le pense très fort. Et c'est pour ça que voilà, j'ai une petite vente Nasdaq depuis hier. Mais ça c'est juste pour le très court terme, c'est juste pour jouer le repli hypothétique de 1 ou 2% dont je vous parlais tout à l'heure. Pour ce qui est des actions, c'est pas parce que je pense qu'on peut baisser d'1 ou 2% sur les indices, que je vais couper tout mon portefeuille, que je vais sortir de mes valeurs trend following ou arrêter de faire du stock picking sur actions. Même si le CAC baisse de 1% graduellement avant de repartir, un CAC qui ne baisse pas trop fort, même s'il baissouille, suffit pour que l'on puisse faire du stock picking, c'est-à-dire aller acheter les valeurs qui surperforment et faire de l'argent. Et du coup, c'est le Nasdaq Futur qui a attiré mon attention en raison de ces petits blancs. On continue. Allez, hop. Avec des valeurs breakout en attente. J'ai fait exprès la semaine dernière, je vous ai choisi Guillemot, où je vous ai parlé des 13,60. Elle a pris un bon 10-12% depuis. Et je vous ai parlé la semaine dernière aussi de Hedgeman, celle-ci, dont on disait qu'il fallait qu'elle sorte de son range. Elle est sortie de son range, elle a pris 30%. Là, j'essaie d'en trouver d'autres, en fait, de vous en trouver d'autres qui sont en attente de cassure. Alors ça, c'est pas une attente de cassure court terme et c'est pas liquide, mais c'est Biocorp qui signe des contrats, qui est recherché dès les moindres trous d'air, qui à moyen terme fait pas grand-chose, mais qui me fait penser à Median Technologies. Biocorp était ici, elle faisait dodo, puis elle se réveille, elle fait un an de range et je serais pas étonné qu'elle essaye d'en sortir par le haut. Mediantech, vous voyez, elle fait dodo, elle se réveille, 6 mois de range, elle se réveille, 6 mois de range, et ainsi de suite. Bon, et ben Biocorp, c'est la petite sœur de Mediantech. Et chaque cassure pourrait être un moyen de rentrer ou de renforcer une position. Ici, on est à un niveau à 30 qui est super propre. Donc celui qui veut anticiper la cassure des 34 et du haut du range peut tenter d'utiliser cette cassure intermédiaire à 30 € pour prendre le train en route et aller chercher les 34, parce que souvent quand on arrive sur les plus hauts, ça reflue, ça rebaisse, etc. Mais si on est rentré à 30, on stresse moins quand on repasse de 34 à 31 avant de monter. Du coup, j'essaye de trouver des breakouts intermédiaires. Vous voyez ? Ensuite, Carbios, je l'ai choisi parce que c'est l'exemple même d'une action qui est neutre sur laquelle il faut attendre un signal. Carbios est sous une oblique baissière, Carbios est sous sa MM200. Tant que ce sera le cas, elle ne m'intéresse pas. Si et seulement si Carbios vient à casser cette oblique, c'est peut-être la possibilité de rentrer une première ligne. Si Carbios passe par la suite
ça MM200, alors ce sera un second signal d'achat. Donc si on n'en a pas, on peut attendre cassure de l'oblique et des MM50 à 40,50, puis ensuite cassure franche des 42,20, 42,30 et de la MM200. Mais tout ça pour vous dire que sur certains titres, même si on les aime bien, ça sert à rien d'anticiper. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps ils vont passer sous une oblique, est-ce qu'ils vont rester sous l'oblique ou est-ce qu'ils vont baisser plus. Autant attendre que l'oblique cède. Ça me rappelle, si vous voulez, McPhee, qui était dans son canal baissier. Bon, bah ça servait à rien d'acheter tous les 20%. Par contre, le jour où on sort du canal baissier, là, on achète. On parle des breakouts en attente, donc faut attendre des signaux. Fastned, regardez ce range, regardez la précision de la borne haute, elle est à 56. On a fait hier 56, ça passe pas, ça retombe. Et ben nous, on va attendre la cassure des 56. C'est une valeur haussière long terme. Il n'en faudrait pas grand-chose vu sa volatilité pour qu'elle retrouve MM200 sur une bonne news. Mais pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, c'est des plus hauts de plus en plus bas depuis 3 mois. Donc, il faut attendre une cassure. Donc, il faut attendre qu'elle sorte et qu'elle casse les 56. Même chose sur Greenyard. Ça baisse depuis 3-4 mois. On est dans un range, on s'accroche à MM200. Donc, on va attendre la cassure par le haut du range de court terme et du plus haut enregistré sur un mois. En fait, à 8,8085, vous avez MM200 plus niveau horizontal plus niveau oblique. Donc en gros, vous vous dites, j'attends que Greenyard casse et clôture au-dessus de 8,85 et ensuite j'achète pour jouer une poursuite de cette valeur qui était et qui est toujours d'ailleurs à quelques centimètres près en trend following, en train de travailler sa MM200. Autre valeur dans les starting blocks, IP Group. D'ailleurs, c'est pas une tentative de GLB puisqu'on a déjà fait des plus hauts historiques, mais c'est une tentative de passer au-dessus des plus hauts qui datent de l'année dernière. Enfin non, même pas de janvier de cette année. Donc on est dans un range, on est haussier, on est au-dessus des MM200, maintenant il faut passer. Il y a eu une news le 27 octobre, c'était les résultats je crois. Elle vient gentiment en 10 jours de venir combler sagement au point près, j'adore cette config, au point près son gap, et hop, sans faire de bruit, elle repart. Et puis maintenant il faut casser les plus hauts pour aller chercher de nouveaux records historiques dans le sens de la tendance. Une autre qui est en attente, un peu comme Fastnet, c'est Carl Ray, mais elle est décevante. Voilà, je pensais qu'il se passait quelque chose hier, j'ai même fait une petite stratégie de court terme dessus sur Zone Bourse, mais il y a manque de pulse pour l'instant. Donc là, il faut attendre qu'on repasse au-dessus de la mèche d'hier, au-dessus des 36,60. McPhee, dont on parlait tout à l'heure, donc elle était baissière jusqu'à nouvel ordre, elle était dans un range ici un peu à la stratégie du Phoenix, baisse, conso, sortie par le haut avec volume, c'est un signal fort, donc vous êtes nombreux à être rentrés sur l'accélération au-dessus des 19 €. Certains ont coupé en gain de 20% et les autres ont tenu. Et je comprends ceux qui ont tenu si vous avez acheté à 19 € et que vous vous dites je veux jouer l'hydrogène avec McPhee sur du moyen long terme. Parce qu'on tient bien, mine de rien, que les replis sont légers, qu'elle tient 21,50 et que je serais pas étonné qu'elle tente de remettre un coup de collier. C'est pas certain, bien évidemment, comme d'habitude, mais je serais pas étonné qu'elle remette un coup de collier. Et si elle casse les 24,30, 24,50, c'est qu'elle rentre dans le gap qu'elle avait laissé ouvert ici le 16 juin, jour de mon anniversaire, et donc qu'elle irait chercher son gap à 27 €. 27 €, ça fait 20% de hausse par rapport au cours actuel. Donc il y a certains qui en ont, qui gardent et qui mettent les stops sous les 21,30. Il y en a d'autres qui rentrent au cours actuel stop serré. Il y en a d'autres qui attendent la cassure des 24,50 pour rentrer et jouer la suite. Prodways, là on est sur une tentative de Phoenix, mais ça valide pas pour le moment. C'est même une épaule tête-épaule inversée gigantissime. Sauf que pour le moment, cette zone clé ici, là, 3,30, 3,50 ne passe pas. Il y a eu une incursion d'une séance, puis c'est retombé dessous. Donc c'est pas moche, c'est toujours haussier, c'est toujours en trend following, c'est toujours un Phoenix potentiel, c'est juste que cette validation de trend following Phoenix, elle est peut-être remise à plus tard. Et on finit enfin avec une valeur trend following, mais que j'ai mis dans les breakouts, parce que elle est super haussière, c'est une valeur US, elle a fait un runaway gap, c'est-à-dire qu'elle a fait un gap qu'elle n'a pas comblé, mais elle est sous résistance majeure. Donc l'acheter maintenant
à quelques encablures de sa résistance alors qu'elle a encore un petit bout de gap juste sous les pieds, c'est pas top. Par contre, acheter sur cassure haussière des plus hauts historiques, c'est encore une fois un moyen de rentrer en trend following et de viser la hausse. On passe au breakout à confirmer. Alors, les breakouts à confirmer. Alors, on commence avec Atem. Et je me suis trompé puisque Atem n'est pas dans les breakouts à confirmer, mais les breakouts en attente. En effet, Atem a le haut d'un gap ici à 14,30. C'est en plus une résistance horizontale, ce qui n'est pas un hasard. Et il y a un grand gap ici laissé ouvert vers les 16 euros. Du coup, si Atem arrive à passer 14,30 et par la suite à effacer MM200, il y a du potentiel vers 16 euros. Voilà. C'est une valeur qui est lente, c'est une valeur qui n'est pas très liquide, mais c'est aussi un exemple de titre qui a baissé, qui retrace vers l'ouverture de son gap qui correspond à un niveau horizontal et qui, s'il le passe, peut aller fermer son gap à moyen terme. Boiron, c'est un phénix potentiel de moyen terme et c'est un trend following de très 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 long terme puisque sur 30 ans, Boiron a un rythme de progression plutôt haussier. Ça fait 1 an, 2 ans qu'elle est neutre, on va dire. Elle mange son pain dur. Et il faut casser un jour peut-être les 44,50, 44,80 pour valider le phénix. Un phénix ici, une tasse avec anse. Point positif, elle réagit bien sur MM200. Autre point positif, on a une oblique ici qui passe. En gros, il faut rester au-dessus des 40 euros. On va dire 39 pour faire large. Et il faut casser les 44. Si on fait le contraire et qu'on casse les 39 et la MM200, on va peut-être mieux alléger et attendre plus tard. Bonduelle, même chose. Haussier très très long terme, a bien dégusté ces dernières années, se met dans une position de latéralisation, elle est en PLS. Et là, il faut mettre un coup de collier, il faut casser les 23,30 pour donner un signal. On est au-dessus des MM200, on a des plus bas de plus en plus haut. Vous voyez, c'est toujours cette configuration potentielle du phénix, mais il faut casser les 23,30 pour confirmer. En phase énergie, ça c'est une valeur US qui a tout explosé. Récemment, elle était dans un triangle, elle a sorti, elle a fait un runaway gap. Les runaway gaps, c'est les gaps les plus puissants, c'est les gaps aux États-Unis où on comble pas de gap et où ça part tout droit. Bravo si vous en avez pour le lecteur qui me l'a proposé. Après ici, pour ceux qui voudraient en acheter, qui étudieraient le dossier et qui se demanderaient pourquoi elle a explosé récemment, pourquoi c'est une superbe valeur en trend following, pour ceux qui voudraient rentrer sur repli, on peut encore espérer un retour sur la zone des 220 $, puisque ancien plus haut de janvier 2021, donc ce serait un pullback sur la cassure. Donc pas impossible de l'attraper sur cette zone de prix là. Ensuite on parle de Gossin qui est ces derniers mois baissière, qui comme plein de small cap a bien dérouillé en 2021, du moins après le premier trimestre, et qui fait partie des small caps auxquels je pense quand on parle frétillement des small caps en fin d'année, parce que dossier volatile, parce que dossier avec une communauté. Après, elle est capricieuse, dirons-nous. L'autre jour, elle part, elle retrace tout, elle remonte, elle passe hier, puis elle retombe, puis elle repasse. Faut pas faire du très court terme. Soit on en avait, donc on a gardé, soit on en a acheté depuis 10 jours et on a un stop large et on se dit je joue la fin d'année vers 8 € et plus. Soit faut pas s'attaquer à ce genre de petites valeurs spéculatives. Edgeman, on en a parlé tout à l'heure, breakout à confirmer. Le breakout il a été confirmé. Ah oui, si je l'ai mis dans breakout à confirmer, c'est pour cette cassure de plus haut. Faut faire attention ici parce qu'on a un chandelier genre superbe accélération haussière, clôture au plus haut. Aujourd'hui, on a une open égale plus haut avec un avalement baissier. Si ça passe pas, ceux qui ont acheté là ou à la cassure, en théorie, vous êtes sur un point de prise de bénéfice. Donc n'oubliez pas cela. Ensuite, on peut parler Plastic Omnium puisque ça frétille un peu dans le secteur de l'auto. Plastic Omnium, quand on la regarde depuis le trou d'air du Covid, il y a eu une phase haussière, une phase baissière. Et là, on est en train de tenter de sortir de la torpeur à court terme. On est dans un range dont on tente de s'extraire, on est dans une dynamique baissière avec une oblique baissière, une sorte de canal baissier dont on tente de s'extraire. C'est pas non plus extrêmement punchy, mais il y a peut-être un espoir.
Et enfin, on passe au GLB. Alors là, il y a deux GLB complètement peu liquides en France. Afiren la première, donc celui qui m'a proposé ces valeurs-là a bien compris le concept de la GLB. On s'introduit, ça baisse un tout petit peu, on revient rapidement vers les plus hauts et on les passe. Donc là, c'est l'introduction rêvée où on passe pas plus d'un mois et demi sous le cours d'intro et puis ça passe gentiment. Donc pour l'instant, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Après, on peut regarder Believe. Autre GLB récente en France, non, autre introduction en France qui est en tentative de GLB, donc pareil, intro, baisse, retour sous le cours d'intro, et là ça tente de passer. Donc GLB en cours de confirmation. Ce matin, quelqu'un me disait, oui, mais est-ce que tu penses que ça va passer? Bah, j'en sais rien. Est-ce que tu la trouves belle? Oui. Est-ce qu'on peut travailler la zone un certain temps? Aussi, souvenez-vous de Rocher-Beaubois, qui est introduite, revient vers son cours d'intro, et travaille sa GLB ici pendant 3 mois avant de prendre 50%. Donc quand on travaille, quand on trade, on investit dans une valeur qui vient de s'introduire en bourse pour jouer une GLB sur le marché français qui est plutôt lent, quand on rentre ici en zone de GLB potentielle, on sait qu'on y est pour 3 mois d'attente parfois. Ensuite, Entech, là c'est une tentative de GLB. La GLB, elle est là, on l'a tentée et ça passe pas pour le moment. Donc là, faut pas non plus s'enflammer, ça vient de s'introduire, ça a à peine un mois. Je verrai plutôt un range avec test de GLB et j'attendrai une cassure vraiment franche, voire un nouveau plus haut au-dessus du plus haut qui a été marqué il y a une semaine pour confirmer la GLB. Ensuite, Snowflakes aux US. Alors là, c'est complètement différent parce que c'est une GLB de type 2, c'est-à-dire que c'est pas une valeur qui est neutre sous un cours où on attend la cassure, c'est une valeur qui doit monter fortement pour aller chercher sa zone de GLB et son plus haut. En fait, elle était à 188 au plus bas, elle doit pratiquement tripler pour arriver en zone de GLB. Donc souvent, quand on arrive en zone de GLB après avoir triplé, la GLB n'est pas explosive comme elle peut l'être sur d'autres. Donc sur ce genre de valeur comme Snowflake, la GLB serait plutôt pour moi, dans un premier temps, un objectif en soi, et non pas une zone de prix au-dessus de laquelle on va enfin rentrer. Si on pense que c'est un bon dossier, qu'elle va vers sa GLB ou qu'elle fera sa GLB, on en achète à chaque repli. Et puis Unity, là on est dans de la tentative de GLB, valeur US, voilà. Donc vous voyez, même chose, on était à 76, on est à 170, donc là on est en GLB de type 2, c'est-à-dire une valeur qui était basse, qui a dû pas mal monter pour arriver et tenter sa GLB. Généralement quand on fait ça, on la travaille un certain temps avant de la passer. Donc ce qu'il va falloir pour Unity, c'est travailler cette zone 160-180 et par la suite sortir par le haut et éventuellement valider cette GLB pour rentrer dans un beau trend following. Ici on voit que c'est à côté depuis à peu près un an et la MM200 est plate. Donc il faut confirmer, passer cette GLB pour que la MM200 se mette à monter. Donc un peu de patience. Voilà, on a fait le tour, 1 heure d'émission, pas mal d'exemples, un peu de tout, des US, de l'Europe, des GLB, du trend following, des valeurs en attente. J'espère que ce format vous convient, que ce n'est pas trop long, que c'est assez complet, que c'est pratique pour les débutants pour apprendre, mais aussi pour les anciens pour trouver des bonnes idées. N'hésitez pas à me faire des retours sous la vidéo sur YouTube, sur Twitter, LinkedIn, ce que vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer des idées par email, par Twitter, par LinkedIn, ce que vous voulez. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Au week-end du 11 novembre, je fais le pont, je pars 4 jours. Direction la Bretagne, manger des fruits de mer. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à mardi prochain. Au revoir.